Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc, aujourd'hui, le 17 mars. Aujourd'hui, on jase de soybeans, on jase de soya. L'affaire est soya aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les bilans américains là, qui ont été sortis récemment. On voit très bien, là, en fait, un bilan, c'est ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste. Je regarde les ending stocks et ce qui m'intéresse encore plus, c'est les ending stocks en fonction de la demande. Donc, 120 millions de boisseaux, c'est très faible et la consommation de 4 575, ça fait des ratios d'utilisation d'environ 2,5 et ça, c'est très faible. OK? Donc, quand on met ça dans un graphique, je me dis, oups, là, est rendu ici, là, quand les stocks de fin baissent, on est rendu ici 2-3 ou un petit changement au niveau de mes inventaires pourrait faire une grande variation de prix à la bourse, OK? Ou à la ferme, parce que ça, c'est le prix moyen à la ferme. Ce qui est différent de normalement dans un contexte d'abondance où ça prendrait une grande variation pour peut-être espérer un petit mouvement de prix. OK? Donc, on est clairement dans ce contexte-là des inventaires très, très serrés. Je pourrais même dire qu'on est en mode, je vous dirais, pénurie. OK? L'exportation, ça va très bien. Sur une cible de 61 millions de tonnes, on parle de 2,25 milliards de boisseaux. Ma foi, on est quasiment rendu là déjà et il nous reste encore un bon 6 mois avant d'arriver à une nouvelle récolte. Ça va être difficile. On va se dire, oh, on ne voudrait pas qu'on exporte trop. Il va falloir que l'Amérique du Sud repérenne un peu là, la balle au passage. Sinon, les États-Unis n'auront plus. Okay? Justement, l'Amérique du Sud, ça va quand même bien. Okay? Je prends le dernier bilan de mars 2021. Argentine, Brésil, ça va quand même bien. Okay? Globalement, ils ont réduit un peu en Argentine, mais augmenté au Brésil, ce qui fait que ça va quand même bien. Et la Chine, elle, toujours stable à 100 millions de tonnes d'exportation. Donc, l'Amérique du Sud, sur papier, et là, je prends les bilans USDA, parce que je ne veux pas aller sur Twitter en disant ouh, ça a l'air sec, ça. Puis là, finalement, on prend des décisions basées sur une photo isolée que tu as vue dans un champ du Paraná. Pas sûr que c'est une bonne idée. En tout cas, je regarde ça au niveau des bilans offre-demande mondiale. L'Amérique du Sud a quand même une très, très forte production. C'est quand même, je pense, même si c'est des records. La trituration, le crush, là, c'est quoi ça? Je prends mes fèves, je l'écrase, j'en fais des huiles et du tourteau. OK? Donc, fèves, huile, tourteau. Dans dans les derniers mois, la trituration a été extrêmement solide compte tenu du prix de l'huile de soya qui était super élevé. Donc, des records de transformation de fèves en tourteau en soya. Mais là, au Polaï, on a frappé un Waterloo au mois de février, chute drastique de la production. En termes de profitabilité, c'est plus la même chose. Et je pense aussi qu'en termes de disponibilité de fèves, les fèves sont de plus en plus rares. Donc, on regarde ce qui s'est passé au niveau de la bourse, au niveau des huiles. Depuis le début de l'année, depuis un an, forte appréciation de l'huile. La demande pour les huiles végétales, excellente. Probablement en partie à la politique. On sait que Biden aux États-Unis était un petit peu plus énergie verte, solaire, biodiesel, etc. Et l'huile de palme en Asie est un petit peu plus rare. Donc, très forte demande au niveau des huiles. Le prix s'est ajusté en fonction. Dans le tourteau, ben, c'est sûr que quand on écrasait pour l'huile, ben, ça faisait peut-être un petit peu plus de tourteau à court terme. Je pense que c'est ça le repli. N'empêche quand même, le tourteau a une appréciation là aussi. Et même chose au niveau des fèves. Moins en moins que de fèves, hein, un fait de rareté. Le prix des fèves s'est apprécié énormément. Donc, quand je mets tout ça ensemble, je préfère regarder le complexe en termes de marge. Donc, pour un crusher, ses coûts, c'est ses achats de fèves et ses revenus, ça va être ses ventes d'huile et de tourteau. Et quand je fais le net de tout ça, hein, je vais avoir soit une marge qui est positive ou une marge qui est plutôt faible. Et je l'exprime en dollars du boisseau. Aujourd'hui, les marges sont relativement très faibles. Okay? Elles ont été extrêmement bonnes plus tôt cet été. Et là, avec l'augmentation du prix des fèves et un peu le repli au niveau du tourteau, ça fait en sorte que cette mathématique-là, elle est beaucoup plus faible aujourd'hui. Donc, on ne s'attend pas à ce que le crush peut rouler au même rythme record quand on parle possiblement de pénurie de fèves et de marge plus faible. OK? Donc, on est dans ce moment de pénurie-là. Et là, on se demandait, moi, je me demande jusqu'à quand cette pénurie va durer parce qu'on sait que bon, les récoltes en septembre-octobre, est-ce que c'est à partir du mois de juin, juillet, août ou septembre
quand est-ce qu'il n'y en aura plus? Ces 120 millions vont-tu tomber à zéro ou pas? Peut-être qu'on va être correct aussi. OK, écoutez bien, en montant le prix, à un moment donné, ça diminue la demande, ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qui va en manquer. Je regardais les bases, par exemple, en Ontario, par exemple, on voit depuis un certain temps, les bases Ontario ont monté énormément. Et je pense que c'est une anticipation, justement, là, vers la fin de la saison. Les inventaires vont être très, très faibles. Donc, on essaie d'en acheter un peu d'avance pour ne pas se ramasser les mains vides rendues à la fin de l'été. Donc, c'est un peu une analyse en ce moment. On voit que les bases sont très, très riches. Il va y avoir de la compétition pour l'approvisionnement pour les mois futurs. Les semis, maintenant, on va regarder ça, c'est le 31 mars, hein, les intentions d'ensemencement. L'USDA, dans son dernier Outlook du mois de février, prévoyait quelque chose aux alentours de 90. Donc, une forte appréciation, une forte augmentation des superficies cette année, compte tenu que le prix est très, très fort. Justement, la compétition avec le maïs, disons, conventionnel et le soya Roundup, je devrais dire, le soya Roundup. Ben, aujourd'hui, quand je veux faire un genre de plan de mise en marché en calculant mon coût, mes revenus à l'acre, ben, je me dis, faire du maïs, je vais avoir un coût Y, du soya, c'est ça ici. Et si je prends un petit peu là, le pouls du marché en me disant, bon, ben, ça a l'air de quoi les prix à récolte? Et là, c'est des hypothèses quand même réalistes. Là. Je veux dire, c'est le prix qu'on connaît en ce moment. Mais c'est un petit peu plus rentable de faire du soya. Donc, c'est d'où l'utilité ou peut-être d'où la raison qu'on s'attend à une augmentation un peu plus grande dans les superficies d'un soya que de maïs, okay? Parce que c'est plus rentable. Et là, vous voyez que c'est purement économique. Là. Je ne parle pas de plan de mise en marché, de rotation, etc. Je vais juste prendre une photo, schlac! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est un petit peu plus rentable. Parce que l'autre dimension, je regarde la disponibilité, le coût des fertilisants qui a quand même vraiment augmenté dernièrement. Et là, ben, la question se pose, je vais-tu avoir assez de 32 ou d'urée ou de potasse pour aller dans le maïs, qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de plus de fertilisants, d'autant plus que peut-être le coût de production est plus faible dans le soya, puis j'ai un bon revenu. Donc, je regarde ça aussi, c'est un autre indicateur. Le ratio, ça fait écho à ce que je viens de dire quand même au niveau de la rentabilité. Ce ratio-là, aux alentours de 2,4, ça devient un petit peu plus rentable de faire de la fève. Quand il est en dessous de ça, ben, c'est l'inverse, c'est un petit peu plus rentable de faire du maïs. Dans le fond, ce ratio-là, c'est que je vais prendre mon soya à récolte que je vais diviser par mon maïs à récolte et je vais obtenir un ratio actuellement à 2,6. C'est très élevé. On s'attend donc qu'il y ait beaucoup de soya ensemencé aux États-Unis. Donc, pour résumer tout ça, là, en gros, l'ancienne récolte, ça risque de se finir ses fiumes. L'Amérique du Sud va être très important à savoir s'ils ont une bonne récolte et ils sont capables d'exporter. Et pour la nouvelle récolte, malgré l'augmentation des superficies, les bilans sont très serrés. C'est comme à Mario Kart à Rainbow Road. Tu n'as pas de marge d'erreur. Il faut qu'on se tienne droit. Peut-être que ça va être correct, mais on voit quand même un risque étant donné que les inventaires sont très serrés. Alors voilà, j'espère que ça vous aide dans vos plans de mise en marché. On se reparle plus tard. Je vous dis bonne fin de journée. Bye!